Est-ce que la personne que tu es aujourd'hui, c'est vraiment toi ou est-ce que c'est une construction pour réussir et pour survivre? C'est un peu le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Cécile Flora, spécialiste de l'énéagramme. Merci d'être avec moi. Cécile, Flora, je trouvais ça intéressant qu'on se rencontre parce qu'on est tous les 2 sur une approche de l'humain, mais on utilise des outils qui sont très différents. Moi, les archétypes de Jung, la process-com, toi, l'énéagramme et le disque. On va plus parler, archétype, énéagramme Mmh. aujourd'hui. Je te laisse, te présenter en quelques mots pour ceux qui ne te connaîtraient pas. Eh ben, bonjour Alexandre et puis merci pour cette opportunité de podcast. Effectivement, on a 2 outils qui servent la même cause, c'est une meilleure connaissance de soi pour apprendre à mieux s'aimer, mieux communiquer et mieux rentrer en relation. Et moi, je suis tombée dans la marmite de l'énéagramme quand j'avais 16 ans et j'ai trouvé cet outil absolument fabuleux et merveilleux et au fil de ma carrière, j'ai découvert aussi d'autres outils mais qui m'ont pas autant passionnée que l'énéagramme et qui servent, on va dire, d'autres, pans, notamment le disque pour tout ce qui est transition pro et carrière professionnelle et l'énéagramme pour tout ce qui est développement personnel, psycho-spirituel et comprendre ce qui nous anime et comprendre comment on fonctionne. OK, tu tombes dans la marmite plus tôt que moi. Moi, j'ai mis énormément de temps à trouver ma voie et j'ai trouvé les outils de développement personnel et de connaissance de soi quand j'avais, 25-27 ans, en pleine quête identitaire. Ce que je trouvais intéressant, parce qu'en réalité, en fait, on se connaît pas. On se suit sur les réseaux, mais c'est la première fois qu'on se voit et moi, je vois chez toi une personnalité qui était très colorée, qui est très pétillante, qui a plein d'énergie et je me demandais justement, est-ce que ça, ce que je vois, c'est vraiment Cécile Flora ou est-ce que c'est une personnalité que tu as construite avec le temps? Alors, la vraie réponse, c'est que j'ai toujours été un petit clown, j'ai toujours aimé faire marrer, j'ai toujours aimé m'habiller, de toutes les couleurs donc on a rigolé là-dessus sur le fait que le branding et la manière dont on s'habille parle aussi de nous et de notre personnalité et j'ai toujours été comme ça et c'est parce que toute ma carrière, j'ai pensé que c'était pas forcément une bonne manière de fonctionner, que je me suis conformée, contorsionnée en me disant: «Ça se fait pas, c'est pas bien d'être trop fofolle, d'être trop spontanée, d'être trop extravertie, exubérante», pour reprendre le terme de certains collègues. Jusqu'au jour où je me suis dit: «Mais en fait, si ça, c'était ma marque de fabrique, si cette énergie, je la mets au service de mon propre business, mais je vais tout défoncer, en fait. Ça va être trop génial. Ah et je vais pouvoir être dans une liberté de pouvoir communiquer, m'éclater comme je veux». Et évidemment que j'ai toujours été passionnée par ces outils et que naturellement, quand j'en ai fait mon métier et que j'ai démarré l'entrepreneuriat il y a 6 ans, et ben, j'ai décidé de le faire avec humour et de parodier, caricaturer les profils de personnalités dans un but premier, c'était de vulgariser les outils, de les rendre accessibles parce que je trouvais que c'était pompeux, Mmh mh. je trouvais que c'était chiant et je me disais: «Mais si déjà on arrive avec un vocabulaire compliqué et que les gens qui sont en quête identitaire, ils doivent déjà se faire de la masturbation cérébrale pour comprendre, c'est pas possible». Donc j'ai décidé naturellement de mettre des costumes et de faire des caricatures, pour rendre les outils accessibles. Très bien et justement, je voulais parler des costumes parce que quand on sur la psychologie jungienne, il y a cette, notion de ombre et persona, ces masques qu'on porte. Tu me dis du coup que tu as été cette petite boule d'énergie depuis toujours. Est-ce que ça a été accepté partout? Est-ce que tu as senti que tu à certains endroits, c'était pas le bienvenu, et du coup, tu as dû en quelque sorte montrer d'autres facettes de toi, quelqu'un de plus calme? Ou est-ce que tu as toujours réussi à trouver un endroit où tu pouvais être toi-même? Globalement, j'ai réussi à me frayer un chemin dans les ressources humaines pendant une dizaine d'années où ça s'est très bien passé et où j'ai réussi à créer à chaque fois mon métier. J'avais une liberté d'être et je me disais: «Waouh, c'est trop génial, je suis dans un métier sérieux et j'arrive à honorer cette personnalité» et jusqu'au jour où ça s'est passé vraiment différemment. Alors en même temps, j'y avais pas mis du mien, je suis allée postuler dans une banque privée à Genève. Bon, alors en termes de rigueur, de normes et de procédures et d'univers très, très, très carré, je pense qu'on était proche du poisson qui essaie de grimper un arbre. Et j'ai rarement été aussi, inadaptée dans un environnement et mon corps me l'a rappelé très régulièrement. Et toujours avec cette croyance de: «Oui, mais en même temps, ta personnalité, elle peut pas cadrer à un métier». Moi, quand j'avais fait des études métiers, ce qui sortait, c'était cirque. Mais clairement, je sais pas faire du trapèze, ni faire du jonglage. Donc je me suis dit: «Bah, du coup, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je me travestisse et que j'essaie de rentrer dans le moule de la vie pro Mmh. sérieuse». Tout simplement parce que j'avais pas imaginé qu'il y avait un environnement dans lequel j'allais pouvoir avoir la joie d'être moi et c'est ce qui est devenu, du coup, mon moteur. Ouais, la joie d'être soi, ça me parle beaucoup. J'ai mis très longtemps à
ne serait-ce que mettre des mots sur qui j'étais, comprendre qui j'étais. Moi, je suis une personnalité qui est davantage introvertie, un monde très, 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 très riche à l'intérieur et que parfois, tu vois, tu passes un peu pour un extraterrestre, mais j'imagine quand tu es extraverti et qu'il y a toute cette énergie aussi, tu peux passer pour un extraterrestre pour certains. Et donc, j'ai appris à donner vie à ce que j'étais pas forcément. Et les archétypes, me rencontrer, moi, ça m'a permis de prendre conscience que, de un, j'étais pas bizarre, et de deux, fallait par contre que je trouve les personnes qui allaient me voir vraiment, comme ce que j'avais envie de vouloir, comme ce que je voulais être vu. Enfin, merde, Oui, je me comme ce que perds. tu voulais être vu, ouais. Exactement, comme ce que je Ouais. voulais être vu. Et, euh, et je me suis parfois perdu aussi là-dedans, dans ces modèles de personnalité. Qu'est-ce que je suis quand je suis plus dans le sage? Qu'est-ce que je suis? Alors, toi, tu utilises il y a des chiffres dans l'énéagramme, 1, 2, 3, 4, Ouais. 5. Et qu'est-ce que je suis quand je suis pas vu? Dans ce type sur lequel je me construis. Et je t'ai pris une citation de Jim Carrey. En plus, je trouve que vous avez pas mal de points communs. On ira voir Oui, les possible, archétypes. oui. Et je sais pas si tu as vu son film Jim and Andy, qui est sur Non. Netflix. Je vous encourage vraiment à voir ce film. Et en fait, c'est plus un documentaire où il raconte son expérience. Il a joué le rôle d'Andy Kaufman, un présentateur télé. Et en fait, il nous explique comment il s'est perdu dans ce rôle. Et même les personnes qui travaillaient avec lui nous expliquent en fait qu'à un moment, tu savais plus qui était vraiment Jim. Et je trouve que c'est des choses qui peuvent nous arriver quand on rentre dans le développement personnel, qu'on essaye de donner naissance à ce qu'on a envie de devenir, mais que c'est un petit peu bancal et que c'est pas tout à fait clair. Et dedans, il nous dit, à un moment donné, quand on se crée soi-même pour réussir, soit on doit lâcher prise de cette création pour prendre le risque d'être aimé ou haï pour qui on est vraiment, soit on finit par se perdre en s'accrochant à un personnage qu'on n'a jamais été. Comment ça résonne pour toi, ça? Alors, c'est intéressant ce qu'il dit parce que je vois complètement dans quel archétype est Jim Carrey, dans ce qui est décrit. Alors, je vais reprendre j'aime bien le mot archétype, même si dans l'énéagramme, on parle pas d'archétype, je vais reprendre ce mot-là parce que je l'aime beaucoup et pour moi, ça témoigne, chez lui, de quelqu'un qui est toujours en adaptation et en adaptabilité et pour le coup, c'est là où ça résonne pas chez moi sur ce point-là, c'est que je ne m'adapte pas. Hmm. Moi, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, bah, j'ai envie de dire, si tu m'aimes, tant mieux. Si tu m'aimes pas, bah, j'en suis désolée, tant pis, mais ça va pas drastiquement me faire, ça va pas me faire vaciller. Hem et chez les acteurs, je pense qu'il y a énormément de gens qui, du coup, sont dans le rôle d'acting, de comédiens, qui vont prendre des rôles et qui peuvent se perdre parce que, du coup, ils sont, attachés à ce que les gens attendent d'eux et savent naturellement lire ce qui est attendu et savent naturellement le donner. Et ça, dans l'énéagramme, par exemple, c'est la personnalité du type 3, le battant, le performeur qui voit ce qui est attendu et qui sait ce qui va te donner l'étincelle dans les yeux, tu vois? Hmm. Par contre, là où je peux lui ressembler, c'est le côté avoir envie de faire rire, avoir envie de faire marrer, d'avoir des gimmicks et des choses assez, on va dire assez marquées, d'avoir envie de faire marrer les gens, ça c'est clair. Mais pour moi, on va dire que Jim Carrey, c'est plus quelqu'un qui est, alors je vais reprendre des mots énéagrammes, mais centre-cœur, c'est-à-dire centré sur qui je suis dans la relation, qui je suis dans ton regard, qui je suis quand tu ne me regardes plus, et une fois qu'il y a plus cette attention, qui je suis quand je ne fais plus, qui je suis quand je ne suis plus en représentation. Ouais. Et effectivement, tu sais qu'il y a quelques jours, je me suis posé la question, si chacun d'entre nous, on nous prenait et on nous met, alors toujours en pays par exemple francophone, mais dans un endroit où tu n'es plus en lien avec les gens qui te connaissent, tu n'es plus en lien avec tous les gens qui t'ont défini depuis petit et qui te qualifient de ah bah Alexandre c'est quelqu'un de calme, c'est quelqu'un de posé, c'est quelqu'un de sage, c'est quelqu'un qui a jamais fait de vagues. OK, et on te qualifie comme ça et pour faire plaisir aux gens, tu vas sans arrêt être en train depuis tout petit de d'honorer ces gens-là en rendant cette chose et ces attitudes. Et en même temps, c'est rassurant parce que bah du coup, c'est qui tu es donc tu continues d'être dans ce qui tu es. Si demain, on te prend, on te déracine, on te met ailleurs et tu as la liberté Hmm. d'être complètement à nouveau d'une page blanche et d'être redéfini, parce que forcément que tu vas être défini par ta couleur de peau, par ta nationalité, par ta grandeur, ta taille, peu importe. Et donc, je sais pas si c'est une expérience qui a déjà été faite ou qu'on pourrait faire, parce que là, je pense que ça pourrait être vraiment intéressant de voir qu'est-ce qui est vraiment de ton essence et qui ne change pas, Ouais. et qu'est-ce qui vient de ce que l'environnement a défini de toi depuis tout petit. Ah, bah, de toute façon, ça a toujours été un enfant turbulent.
Et forcément, pour obtenir de l'amour, tu continues d'être cet enfant turbulent et tu te construis cette identité qui, pour moi, est cette part qui est mouvante et qui peut être changeante. Donc voilà, c'est une expérience. Si quelqu'un nous écoute et qu'il a envie de faire cette expérience, moi, j'ai vraiment envie de tenter ça. J'avais échangé sur ce sujet-là un petit peu avec... j'ai fait de l'insertion et je travaillais avec des jeunes et on abordait parfois le thème de la religion. Les personnes étaient très butées et je dis, mais si par exemple on te met dans un pays où la religion que tu as là est totalement différente, est-ce que tu ne changerais pas ta perception de ce qu'est Dieu et tu changerais peut-être pas même de religion en fin de compte? Si tu étais né carrément ailleurs dans une culture qui a une autre religion, est-ce que tu n'aurais pas toujours cru en Dieu mais avec d'autres termes? Et je trouvais ça intéressant parce qu'en fait ça ouvrait le débat, ça élargissait les consciences. Et bah, là où on se rejoint, j'ai l'impression avec archétype et énéagramme, j'ai pas fait les liens, mais bah, on a Marianne que tu connais et qu'on a en commun, qui elle a fait les liens archétype et énéagramme. Et en fait, j'ai l'impression que ça met en évidence, c'est surtout les scénarios sur lesquels on s'est construit pour donner du sens à notre vie. Est-ce que tu dirais que ça met autre chose en évidence, toi, l'énéagramme? Nous, en archétype, on vient aussi évaluer le besoin de la personne, mais du coup, on a une constellation de besoins, une constellation d'archétypes qui vient donner notre tendance de manière générale. Mais derrière, en fait, l'archétype, c'est aussi surtout un contenant, et on a tendance à oublier de le dire. Il y a un fort lien avec la mythologie quand on étudie les archétypes. C'est pour ça que dedans, on retrouve Joseph Campbell, donc c'est Carl Gustav Jung pour la psychologie analytique, mais Joseph Campbell qui a travaillé avec la mythologie, le voyage du héros. Et en fait, chaque archétype contient un mythe, contient une histoire. Donc quand il est activé, eh ben, je veux en vivre l'histoire, ce qui explique aussi la mouvance. Mais là où c'est intéressant, c'est qu'il n'y a pas de base, par exemple, dans les archétypes. On a un ensemble et puis ça peut bouger. Alors que dans l'énéagramme, on a cette fameuse base. Oui, Est-ce que tu peux m'en dire davantage? Oui, dans l'énéagramme, tu as d'abord ton sous-type instinctif qui vient s'encoder entre 0 et 1 an. Donc, est-ce que tu es plutôt survie, peur de manquer? Donc, c'est plutôt, voilà, lien, l'argent, la nourriture, etc. Est-ce que j'ai chaud? Est-ce que j'ai froid? C'est ce qui se passe quand le bébé est tout petit. Ensuite, est-ce que je suis plutôt tête à tête? Donc ça, c'est le regard avec la maman, le lien avec l'autre, l'intensité, la relation, le besoin de relation, toi et moi contre le monde, peur d'être abandonné. Ou est-ce que ça a la peur d'être exclu, le sous-type social? Et on en parle très peu dans l'énéagramme, mais ce qui définit d'abord ta personnalité, c'est ton sous-type. Donc, c'est dans ces 3 sous-types instinctifs, lequel me définit. Et d'une manière, toute la journée, des milliers, des centaines de fois, je vais essayer de me rassurer sur ce sous-type, peur d'être exclu, peur d'être abandonné ou peur de manquer. Et ensuite vient se fixer ta base de personnalité, donc de 1 à 9, effectivement. Et l'énéagramme, là, je peux pas le montrer, j'ai pas un énéagramme avec moi, mais c'est un rond, un continuum. On a tout en nous, petit. On arrive avec tous ces programmes, comme tu le disais tout à l'heure, et il y en a un qui va être plus confortable, c'est une stratégie de survie qui va venir s'encoder sur ces 3 sous-types, ce qui nous amène à 27 profils de personnalité, 27 structures, et qu'on va jouer et rejouer et rejouer et rejouer. Donc forcément que c'est Au la quotidien, carte en fait. au On passe quotidien, comme bien un sûr. costume de scène pour s'adapter. Et sur l'énéagramme, tu as du coup un triangle et une hexade, et donc il y a des liens. C'est-à-dire que je peux être 7 avec une aile en 8, et que je vais naviguer chez le 7 dans le 1 et dans le 5. Si je suis 6, j'ai mes voisins qui ont une influence sur moi, le 7 et le 5, et je peux naviguer vers le 3 et le 9. L'énéagramme n'appartient à personne, et c'est un outil évolutif. Ça veut dire aussi que il faut prendre conscience qu'au-delà de la figure, au-delà de ce qui est décrit, au-delà de ce modèle de personnalité, c'est la même chose que pour les archétypes. Moi, je suis pour l'ouverture. C'est-à-dire que j'ai toutes les possibilités en moi. Tout. Depuis tout petit, quand je suis arrivée, tout était possible. Et pour une raison X ou Y, le papa m'a pas regardé au moment où je lui ai dit « Hé papa, regarde, j'ai une nouvelle robe !» Ou maman ne m'a dit, par exemple, je prends mon exemple à l'école maternelle, maman est directrice de l'école, donc tu vas plus l'appeler la maman, mais ça va être la directrice. Oh, coupé de la maman trop tôt, qu'est-ce qui se passe? Et donc, hop, j'opte une stratégie parce que cette phrase, elle a résonné à un moment qui fait que ça a mis en place chez moi une stratégie de survie que je joue et que je rejoue et que je rejoue. Et ces outils-là, là où ils sont top, c'est je passe de je pense que je suis complètement libre d'être et de faire comme je veux, alors que je me rends compte qu'en fait, non, je suis complètement drivé par cette phrase que j'ai entendue et par ce modèle par cette, cette représentation que je me suis faite petite de ce qui était comment je mérite l'amour. Est-ce que c'est en étant parfait? Est-ce que c'est en aidant? Est-ce que c'est en étant le meilleur de la classe? Est-ce que c'est en étant drôle? Et donc, du coup, en fait, t'es pas libre du tout.
Mmh. Et l'idée, c'est de reprendre cette liberté en allant voir toutes les panels de ce que tu peux faire différemment, vivre différemment, expériencer, on peut dire ça, expériencer? Ouais, ça passe. Expérimenter, expérimenter, pour regagner en liberté d'être à chaque instant dans chacune des interactions. Parce que de jouer toujours la même carte, ça nous amène à des schémas répétitifs et à des choses qui sont pas forcément très écologiques. Mmh, mmh mh. Et c'est souvent comme ça qu'on arrive à s'intéresser à ces outils. Donc c'est quelque chose, moi, j'ai du mal à vraiment capter dans l'énéagramme. Cette base, elle bouge pas une fois qu'elle s'est activée. Une fois qu'elle s'est activée, ça bouge pas pour toute ma vie. En fait, les psychologues s'accordent à dire une chose, c'est que ce serait beaucoup trop archaïque de revenir à ce qui s'est passé entre nos 0 et nos 1 an pour pouvoir le changer. Et donc, c'est pour ça que je fais souvent des comparaisons avec l'astrologie, c'est-à-dire que il s'est passé quelque chose quand j'étais tout petit qui vient sans coder et sans grammer, mais, et c'est pour ça que j'adore cet outil, pour moi, là où c'est pas enfermant, c'est que dans chacun des profils de personnalité, il y a des nuances qui sont extrêmement grandes. Je vais vous prendre un exemple qui est très parlant. Si je vous dis que Donald Trump et Simone Veil sont dans la même base énéagramme, ou Simone Veil et Jean-Marie Le Pen, même base et même sous-type, vous vous dites waouh, mais Mmh. c'est quoi le délire? Eh ben, c'est parce que au-delà des points de vue politiques, on est sur qu'est-ce que j'ai fait de cette qualité essentielle et de ce profil qui m'a été donné à la naissance? Est-ce que je décide d'humilier, de dominer, de provoquer et de me servir de cette force pour dominer? Ou est-ce que je me sers de cette force pour aller rayonner, pour faire des actes héroïques, pour promouvoir quelque chose, pour me battre? Et donc en fait, c'est toujours une question de qu'est-ce que je vais faire avec les cartes qui me sont données? Donc chacun dans son jeu, mais c'est juste des jeux différents. C'est ça. OK. Et donc évidemment que c'est très évolutif. Enfin, la plupart des gens, et je pense que tu en as aussi, te disent: «Ah mais je veux pas être mis dans une case». Mais la case, tu y es déjà. Mmh mh. On est sans arrêt en train de se définir les uns et les autres, que ce soit la taille, la religion, la nationalité, il est gentil, il est en retrait, il est comme ci, il est comme ça. On le fait déjà tous. Et là, l'idée, au contraire, c'est te donner les clés pour te dire: «Regarde tout ce que tu peux faire de différent et de beaucoup plus, on va dire, peut-être écologique pour toi et qui te permettrait d'aller voir les choses un petit peu différemment de ce que tu joues sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, en mode par défaut». Mmh. OK. Et ce qui me vient là, c'est, on est tous les 2 jeunes parents, on Oui. découvre la parentalité. Moi, avec les archétypes, il y a un cycle, on en parlait un peu en off tout à l'heure, on vient au monde dans l'archétype de l'innocent, puis après on développe le statu quo pour les repères et cetera. Et donc il y a une trame de vie derrière. Mais n'empêche qu'en fait, on peut voir des tempéraments, des tendances chez l'enfant. Hem Et tout à l'heure, tu disais, en fait, il y a une sorte de, tu te dis: «Là, il est triste». Tu citais ça tout à l'heure: Ouais. «Mon enfant, il est triste» et toi, tu as ce pétillant. Il y a aucune raison d'être triste, mais après tu te disais: «Mais si je refoule la tristesse, peut-être qu'elle va vouloir sortir autrement ou je suis en train de l'encoder». Comment, en fait, ça change peut-être notre rapport à la parentalité, d'avoir un outil comme le nôtre? Tu veux répondre en premier? Hem, Sur comment toi ça a changé ton rapport ou comment ça change, Moi, ça change mon rapport en fait, il y a plusieurs choses parce que quand on va explorer vraiment les archétypes, il y a la notion de masque, donc c'est comment il va me voir moi en tant que papa, qu'est-ce que je veux montrer de moi en tant que papa, mais de l'autre côté, il y a aussi l'ombre, il y a comment je vis. OK, je veux être papa aidant, mais à la fois, c'est tellement compliqué. En plus, là, on est sur les routes, on est en nomade avec ma chérie, on travaille tous les 2 à la maison, puis il y a tout le temps bébé. C'est éprouvant. Donc il y a de cette partie de là qui peut sentir mine de rien parce que c'est difficile à la garder. Donc en fait, il y a une veille sur moi qui s'opère. Qu'est-ce que je suis en train de montrer de moi? Et puis après, chez lui, moi, je le suis plus d'un point de vue, développement, de l'enfant. Je fais: «OK, bon, bah, là, on est dans l'innocence» et je vois que l'ego, il est en train d'émerger. Enfin, il a émergé depuis plusieurs mois, il a maintenant 15 mois et la notion du jeu, je vois vraiment là, c'est sûr, tu vois? C'est un peu comme, dans les mythes, notamment le mythe de la Genèse, tous les mythes premiers de l'humanité. Au début, on était, au paradis et puis on a chuté de ce paradis et en réalité, ces mythes, ça montre archétypalement ce qui se passe à l'intérieur de nous. On vient au monde, tout le monde répond à nos besoins. Je suis accepté en totalité pour ce que je suis, tout le monde me veut du bien et puis petit à petit, l'ego émerge et en fait, c'est là où symboliquement, je chute du paradis parce que j'apprends le bien, j'apprends le mal, j'apprends à, du coup, refouler une partie de moi. Il y a, du coup, l'ombre qui
qui est en train de se gorger, puis il y a le masque, le moi idéal qui est en train de se créer. Et en fait, c'est tout ça que j'observe plutôt. Et donc, du coup, c'est qu'est-ce que je suis en train, sans faire exprès, Ouais, de dire à mon enfant, il faut que tu sois cela ouais, pour être aimé de papa. Et ce que je constate beaucoup, c'est aussi l'amour. L'amour de maman et l'amour de papa. J'ai vraiment été confronté à ça. J'ai senti que mon amour était beaucoup plus conditionnel aussi que l'amour de sa maman. Et qu'est-ce que je fais de ça? J'ai juste observé et moi, il y a quelque chose qui m'a touché parce que j'ai été renvoyé à moi-même où j'ai eu l'impression en tant qu'enfant, il fallait correspondre à un certain idéal pour avoir l'amour des autres. Et ouais, est-ce que parce que maman nous a portés dans son sein, l'amour, il est forcément inconditionnel? Et parce que papa, ben, dans le fond, il y a un référentiel de papa, c'est le père de famille, c'est lui qui gagne la côtelette, faut que je corresponde à un idéal pour avoir son amour. Je me suis vu, en fait, être dans ce papa conditionnel et c'est surtout moi, ça me renvoie à moi, énormément. Et lui, je vois juste, ouais, cette trame de développement qui se fait en arrière. Les archétypes, je les vois passer par là. En ce moment, il est beaucoup dans l'exploration. Mais je vais pas dire: «Putain, il est sur la voie de l'archétype de l'explorateur». C'est juste là, il a besoin de tester ses limites, voir jusqu'à où il peut aller et comme un personnage qui change de costume pour s'expérimenter lui-même. Je vois ouais, ça. Mais pas de base, du coup. ouais. Hem, Moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très, 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 très sain dans ce que tu dis, c'est: «Je suis en veille constante, j'ai un observateur intérieur». À partir de là, pour moi, le job, il est déjà fait. C'est-à-dire que à partir du moment où tu as l'esprit critique: «Est-ce que je fais bien? Là, il est en train de se passer ça» ou là, en fait, tu as déjà fait le plus dur, en fait. C'est de pas être en pilote automatique de: «Il y a une bonne manière d'élever un enfant». Non, là, je suis en train de me dire: «Ah tiens». Par exemple, Heu, à chaque fois avec Morgane qu'on s'embrasse devant, notre petit bouchon, je me dis: «Ah, on lui envoie un message que les parents, ils s'aiment et qu'on est unis et que ça se passe bien» et à chaque fois j'ai une espèce de fierté à l'intérieur. Je me dis: «Oh, c'est trop bien, il aura vu depuis petit qu'il a des parents qui sont soudés, qui se prennent dans les bras». Des fois, on se prend dans les bras à 3 et on le serre fort et tu vois, ça, c'est des choses où, déjà là, j'encode et je me dis tu vois, j'ai mis de la conscience sur toutes ces choses et par exemple, je me suis chopée en train de faire quelque chose qui est typique de ma base énéagramme, qui est base 7. Moi, dans ma base énéagramme, il y a ce truc de: je fuis la souffrance, je veux pas vivre les choses négatives et c'est très compliqué et il y a même une égalité entre si je traverse la souffrance, je vais mourir. Mmh. Bon, en l'occurrence, j'ai accouché déclenché sans péridurale, j'ai la preuve que on peut traverser une souffrance sans mourir. Donc déjà, ça a changé pas mal de choses et que en fait, on peut naviguer à travers ça sans que ça soit si grave que ça. Et ça, c'est la vie qui me l'apprend. Et qu'est-ce que j'ai fait la première fois qu'il a pleuré? Eh ben, j'ai léché ses larmes en disant: «Tiens maman, elle mange ta tristesse parce que t'as aucune raison d'être triste». Oh! Mais oui, évidemment que j'ai projeté sur lui quelque chose qui est compliqué pour moi. Et au moment où je me suis vue le faire, je me suis dit: «OK, c'est bien, tu t'es chopé en train de le faire, donc déjà ça, c'est une bonne prise de conscience». C'est-à-dire que j'ai de la conscience sur ce que je fais. J'aime bien quand tu as dit une veille. J'ai une veille sur ce que je suis en train de faire. Ça veut pas dire que je ferai pas de conneries. Je les ferai en conscience. Et après, derrière, on corrige. Mmh. Il y a eu une fois où, avec Morgane, on a haussé le ton. On n'était pas en train de se fâcher, mais on a haussé le ton. Et paf, il nous a regardé et il y a eu quelque chose chez lui qui s'est joué. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant de voir que il n'est pas resté impartial à ce qui s'est passé. Donc ça, c'est non. Donc pas de culpabilité, pas c'est arrivé, c'est comme ça. Mais ça, on va éviter autant que faire se peut. L'idée, c'est pas de le préserver de tout. C'est, moi, je me dis, je vais essayer de lui donner une palette de plein, 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 plein de choses et de faire en sorte qu'il n'y ait pas un tabou. La colère, c'est pas tabou, c'est OK, elle a une raison d'être. La tristesse, elle a une raison d'être. Même Mmh. si ça va être très dur pour moi de lui dire: «Si, il y a une raison d'être, regarde maman ne pleure jamais, mais il y a une raison d'être». Heu et l'idée, c'est de me dire: «Bah, je vais essayer de lui donner tout et après il choisit. Il fera son choix en pleine conscience». Parce que je pense que, je sais pas pour toi, mais moi j'ai 99 des gens qui me disent: «Mais si j'avais eu ça quand mes enfants étaient petits». Ça veut dire que tous, si on avait eu des clés de compréhension de Mmh. l'autre et de soi, ça aurait changé quelque chose. Ça veut dire que, je me dis juste pour ça et parce que je pense que c'est quelque chose que je vais enseigner dans les prochains mois, parce qu'il y a beaucoup de demandes, c'est qu'est-ce que je fais sans dire qu'il y a une bonne méthode, mais en tout cas en termes de conscience de soi et de ce que je suis en train de faire, de ce que je suis en train de nommer, de ça c'est comme les parents qui disent tout le temps: «Attention, attention, attention». Ouais, mais du coup, tu en fais un super anxieux à dire ça. Mmh mh. C'est
qu'est-ce que je peux lui apprendre et qui fait que il est capable de savoir que là, il doit faire attention et il a confiance en sa capacité à. Et donc de l'élever et de le rendre co-responsable plutôt que de lui dire sans arrêt, mais fais attention, fais attention, fais Ouais. attention, et qu'il pense qu'il vit dans un monde dangereux. Parce que ça, c'est qu'une vue de l'esprit, puisque le monde n'est pas forcément que dangereux. Il Ouais. peut l'être, mais c'est pas que ça. Je mets en lumière les jeux. Moi, c'est vraiment ce qui me vient. C'est à travers nos deux approches. Je mets en lumière les jeux psychologiques qui sont en train de se jouer. Paf, ils me regardent. Quelle scène est en train de se jouer entre papa et maman? Ok, qu'est-ce que ça dit d'eux et qu'est-ce que ça dit de moi? Ils sont en train de me. Ils me regardent parce que je les ai regardés. Et en fait, je trouve que c'est vraiment ça. C'est comme si on était vraiment, quand on a une cartographie de l'humain avec un outil de connaissance de soi, comme si on était une sorte de producteur. On voit ce qui se passe en méta. Et j'espère qu'il sera aussi passionné que moi pour ces outils-là. Et à la fois, je me dis, ça se trouve, il n'y a rien à faire. Et il va se dire, papa, il prend la tête à tout analyser. Et moi, je vais vivre ma life. Je m'en fous de moi. Je suis ma joie, tout simplement. Donc, je Mais serais tu vois, que- là, tu viens de le refaire. Tu viens de laisser le choix à nouveau. C'est-à-dire que tu sais que tu as des parents qui n'ont pas vécu un rêve et qui aimeraient que leurs enfants vivent le rêve à travers eux. Mm. Où il y a comme un idéal de j'aimerais trop qu'ils soient passionnés par ça parce que ça serait c'est tellement un cadeau. Et en même temps, si c'est pas le cas, c'est OK. Et déjà, juste ça, pour moi, c'est une super belle prise de conscience de se dire je ne veux pas projeter quelque chose qui serait un idéal de papa, il t'aimera plus si tu es aussi intéressé que. Et à la fois, je sens qu'il est là. Tu vois, je sens qu'il y a donc. C'est à moi d'être tellement en joie de ce que je vis que ça lui donne envie d'aller. Je pense qu'il y a ça. Il y a des fois, en fait, en plus, bah, t'es entrepreneuse aussi. Parfois, enfin, moi, je trouve que c'est pas simple comme aventure, Ah l'entrepreneuriat. bon? Ah putain. Et c'est vrai qu'avec sa maman, on est, ouais, ce serait bien qu'il soit entrepreneur. Peut-être au bout de 6 ans, on peut lui faire des tableaux ou je sais quoi. Puis il monétise sa joie déjà. Mais en fait, des fois, c'est éprouvant pour nous. On se dit, mais si on prend pas de kiff dans le chemin, bah forcément, il va pas vouloir Ouais. faire ça. Par contre, si on prend le kiff, même dans l'adversité, la difficulté, alors peut-être bien qu'il aura envie de jouer avec nous. Et du coup, il y a cette notion de jeu. Et bah, pour finir cette première partie, avant d'aller sur une seconde où on va plus aborder les blessures de l'âme et ce genre de choses, je voulais finir avec toi, je trouve que ça fait un lien avec ce que je viens de partager, sur l'identité qu'on perçoit chez toi. On a parlé de Jim Carrey. Ouais. Et en fait, chez toi, ce qui m'a marqué quand je t'ai découvert, c'est justement ces couleurs. Et je me suis dit, mais en plus tu l'as confirmé tout à l'heure, archétype du comique et du magicien. Et je me suis dit, je suis sûr si elle fait son test, Cécile Florin, c'est la comique qui va sortir. Comique bingo. entertainer. Et ce qui est intéressant, c'est que moi, c'est l'archétype qui est le moins développé chez moi. Et donc, je m'aperçois, on a tendance à aller acheter chez les gens soit l'archétype dont on a besoin pour évoluer, soit le même que nous, parce que du coup, on a un support pour kiffer, soit, et c'est là où parfois c'est paradoxal, ce qui chez nous est malmené. Et donc, j'ai vu chez toi quelqu'un qui produit du kiff, et moi, il y a un appel à la scène, il y a un appel à cette légèreté, etc. Et chez toi, ça transpire à fond sur tes réseaux sociaux, l'archétype du comique. Donc, ce que je m'étais demandé, c'est est-ce que c'est profondément toi? Ou est-ce que c'est une part que tu as développée? Donc, tu as quand même un peu répondu à la question. Ouais. Je trouve qu'aujourd'hui, c'est intéressant de le mettre sur la table parce que, en vrai, on est tous des acteurs, vu qu'on est pour beaucoup sur les réseaux sociaux et on montre un nous idéal. Toi, tu as capitalisé sur ça. Dès le début, tu t'es dit, faut que ce soit fun? Ou est-ce qu'au Ah, mais je début, me pas tu dit, jouais il la faut. sachante? Ah mais non, je me suis pas dit il faut. En fait, c'est que naturellement, en fait, ce qui s'est passé, je me suis lancée en plein Covid. Et en fait, en plein Covid, alors que je m'étais juste dit, alors déjà, je m'étais persuadée que l'entrepreneuriat, c'est pas pour moi, parce que pas assez sérieuse. Donc voilà, donc tu vois, il y a quand même aussi un défaut à cet archétype, c'est que je m'étais raconté, je suis pas assez sérieuse pour être entrepreneur. Pas assez sérieuse dans le sens, je me sens pas assez carrée pour gérer une boîte. Voilà, c'était ça le truc que j'avais en tête. Et pendant le Covid, naturellement, j'ai commencé à faire des vidéos, mais j'en ai toujours fait. Depuis petite, j'avais un caméscope et j'ai toujours fait la clown, j'ai toujours aimé me déguiser, j'ai toujours fait la con. Toujours. Je faisais des pestacles devant, quand il y avait les parents, les amis et tout. Je disais aux potes, venez, on va se déguiser, et on faisait pestacle. Et j'imitais Maïté. Je peux le faire Pierre Fouras aussi. Enfin voilà. Donc, j'ai toujours fait ça. Et la vie professionnelle a fait que cette part-là, il y a eu un truc de oui, mais tu vas pas vivre de faire la clown. Enfin, tu vois, pour moi, c'est pas un métier de faire l'andouille.
Mais dans mon travail, il faut demander à mes collègues, je les ai rendus chèvres, en fait. Je venais avec des nez de clown, j'ai toujours un nez de clown d'ailleurs dans mon sac, des bulles, des conneries. Et quand je me suis lancée à mon compte, ouais, il y a eu un truc où j'ai d'abord fait des posts, c'est quoi l'énéagramme, machin, des trucs sérieux. Et quand j'ai vu comme je me faisais chier, je me suis dit, ouais, franchement, c'est super chiant de faire des posts comme ça. Et en fait, c'est un jour par hasard, mais vraiment par hasard, c'était pas une stratégie, tu vois, je me suis pas dit, il faut. Je me brossais les dents, j'ai fait, vas-y, je vais commander 9 t-shirts de couleur. Et je les ai reçus. J'avais aucune idée de ce que j'allais faire. J'ai commencé à les mettre et j'ai joué à le type 1 qui dit oui, le type 2 avec ses lunettes cœur. J'ai commencé à faire la con comme ça, sans stratégie. Après est arrivé l'hiver, donc j'ai dit je vais prendre des bonnets. C'est beaucoup plus simple comme accessoire à trimballer. Et en fait, ça a été le festival des partages des vidéos. Tous les gens m'ont dit mais c'est trop bien, et c'est trop cool. Et je me suis dit waouh, mais c'est ça, être sur son axe. C'est quand les gens, en fait, ils reconnaissent chez toi quelque chose. Enfin, j'avais aucun effort à faire. Tu vois, c'était naturel de me dire ah, trop drôle, je vais faire les bonnets à la machine à café, je vais faire les profils. Et en fait, je n'invente rien, contrairement à ce que les gens imaginent. J'écoute, j'observe et juste je mets en scène bout à bout toutes les conneries que j'ai entendues. Par exemple, tu vois, là, on parlait tout à l'heure les œufs de Pâques. Ben en fait, c'est simple, c'est comment les gens souhaitent Pâques, qu'est-ce qu'ils font, la chasse aux œufs. Enfin, tout est sujet à faire des vidéos. Donc, j'ai absolument rien forcé. Et je me suis souvent dit, limite en chialant, oui, ce que je rappelle, je pleure pas, je suis l'archétype du comique. Non, mais ça, vraiment, de me dire, mais la petite fille que j'étais qui se déguisait, si je retournais la voir en lui disant, tu sais que plus tard, en fait, tu vas continuer de te déguiser et faire marrer les gens, et pas que faire marrer, évidemment. Et je me suis dit, mais je serais trop fière de moi, tu vois. Je me disais, je sais pas comment je vais y arriver, mais ouh. Et d'ailleurs, j'ai des déguisements que j'ai depuis très, très, très longtemps et je continue de les utiliser. Donc, je pense que ça répond à ta question. Ouais, moi, j'ai pas mal d'entrepreneurs qui viennent en coaching, on travaille beaucoup sur le branding. Et c'est quoi mes archétypes à moi, Ouais. humainement? Et après, c'est quoi les archétypes de ma boîte? Et en fait, des fois, quand on est l'image de sa boîte et que c'est pas les mêmes, parfois c'est un peu lourd à porter parce que justement, je construis un masque qui n'est pas moi. Oui. Et ce vers quoi on essaye de cheminer, en tout cas quand on est vraiment à son compte, c'est que les archétypes personnels, ce soit les archétypes de ma boîte. Parce que c'est ça que les gens achètent inconsciemment. Et la puissance du marketing avec les archétypes, c'est que la personne, en fait, j'ai pas besoin de vendre quoi que ce soit. C'est mon énergie, c'est ma personnalité qu'on va acheter. Et je trouve que c'est très attractif chez toi. On sent que c'est full aligné. Et moi, c'est ça que j'ai acheté en premier chez toi. Mm. Et pourtant, c'est pas moi. Ouais, Mais ça vient nourrir. Mais oui, et c'est pour ça que tu dis quelque chose qui est extrêmement important, alors que moi, je fais pas du branding ou de la com, mais la plupart des gens, quand ils me disent je vais me mettre sur les réseaux, je vais faire des vidéos, ok, t'es à l'aise comment avec ça? Ah, bah, pas du tout, parce que j'aime pas me vendre. Alors déjà, c'est pas toi que tu vends, c'est la transformation. Et en fait, je dis aux gens, mais faites pas un truc qui est pas vous, enfin, qui va vous coûter de l'effort et qui est pas vous. Achetez pas une recette toute faite de succès ou de réussite. Il faut que ça soit mais qu'on vous retrouve, qu'il n'y ait pas une espèce de je me travestis ou je fais quelque chose. Je trouve que ça se sent quand les gens sont dans la continuité d'eux-mêmes et qu'ils vont nous donner juste d'une nature pure, peinture vraie. Parce que toi, si tu te mettais tout d'un coup à sauter dans tous les sens, mais ça serait bizarre en fait. Ça pourrait être drôle par le côté absurde. Au théâtre, j'adorais faire ça. Ouais. Mais sur les réseaux, c'est vrai que ça cache cette image de sage formateur qui est la mienne. Et à la fois, ça marche. Ça marche, mais c'est pas forcément des clients, tu vois. Ça fait plus de vues, mais pas forcément des personnes intéressées. Et je me demandais, du coup, est-ce que, moi, quand je passe sur un profil, du coup, je peux voir les archétypes qui sont mis en évidence, parce que le branding repose sur ça. Est-ce que, avec l'énéagramme, c'est la même chose? Tu peux sentir quelqu'un qui est plutôt 1, Mais plutôt 3? complètement. Ouais. Bah déjà dans le corps, dans la posture, dans la manière. Moi, quand tu m'as contacté, déjà dans le ton de ta voix et dans pas mal de choses, j'ai eu pas mal d'indices, tu vois. Je me suis dit, ok, alors je connais peu les archétypes. En l'occurrence, je travaille avec quelqu'un qui a le même archétype que toi. Et dans la douceur, dans la manière dont tu parlais, je me suis dit, à mon avis, c'est l'archétype du sage. Tu vois, ça m'a donné 2-3 indices. Et donc, effectivement, quand tu regardes un feed d'actualité, bon. À part si la personne, comme les politiques, elle a quelqu'un qui est en charge de son branding et qu'elle vraiment elle façonne les choses autrement. Mais sinon, globalement, le fil d'actualité de quelqu'un, c'est cadeau. Enfin,
plein de choses, les mots choisis, la musique choisie, les couleurs, la manière dont la personne s'habille, est-ce qu'il y a du soin? Est-ce que, la personne parle vite, parle lentement? Le type de poste, est-ce qu'on est sur des trucs très cognitifs, très, intellectuels? Est-ce qu'on est que dans, tu vois, dans, des passages à l'action? Enfin, pour moi, ouais, c'est assez marqué. Enfin, je pense que tu passes sur un feed, Oui, c'est assez évident, et je trouve que le meilleur cadeau à se faire, c'est de s'honorer, d'honorer la qualité avec laquelle on est venu au monde et qui est nous. De pas essayer de se travestir en disant: «Ah mais faire ça, c'est mieux, faire ça marche». Oui, mais faire ça marche parce que lui, c'est sa nature. Les grandes têtes du développement personnel, les mecs qui sont en mode très promoteur et qui disent à tout le monde: «Faut être très promoteur». Quelqu'un qui est pas promoteur, il rentre chez lui, d'arriver à se réactiver la flamme à l'intérieur de c'est lui en très essayant dur, d'être hein. promoteur, c'est chaud. Ouais, c'est très dur. Moi, il est tout en haut. Alors ça, c'est un autre outil de typologie qu'on a en commun, Disc et Processcom. Et moi, le promoteur était tout en haut. Et j'ai fait venir quelqu'un qui fait de la vente chez moi pour manger son énergie. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où, vu que c'est un immeuble de personnalité, on dit la plus belle vue est au dernier étage, dans le fond. Et donc, j'ai voulu aller activer ça et ça m'a fait énormément de bien. Après, c'est vrai que c'était difficile d'aller dans sa stratégie à lui. Et je voulais finir peut-être avec ça, avant de faire la deuxième partie. Qu'est-ce que tu penses du fait que on mette des étiquettes sur ce qu'on est à travers un modèle? Par exemple, d'un point de vue Processcom, je te disais tout à l'heure, j'ai fait mon test, il est sorti quelque chose et en fait, je me suis construit sur ça. Et puis après, j'ai refait le test et il n'est pas sorti la même chose. Et donc, ça a remis en question les blocages que j'imaginais les miens. Ouais. Et pareil avec l'énéagramme, j'ai rencontré des personnes qui m'ont projeté sur moi, fait ah, bah, toi, tu dois être 5, et puis après, ah, plutôt 9. Et en fait, à chaque fois, ça me parlait. Et tu me parlais, j'ai oublié Kuhn-Gilder, L'effet Barnum. l'effet Bardem. Et alors ça, je trouve ça intéressant parce que du coup, dans tous les cas, ça reste des modèles de personnalité. Carl Gustav Jung, il nous disait, si tu vis selon un modèle, tu vis la vie du modèle. Mais qui te vivra si ce n'est toi-même? Donc vis-toi toi-même, il faut que chacun trouve son chemin. Et je fais, ah, c'est puissant parce que moi, je me suis perdu avec ces outils de personnalité au début. Je me suis construit dessus et puis après, qu'est-ce que je suis sans ça? Et qu'est-ce que tu penses du coup de cette idée où on est en transe de nos modèles de personnalité? Moi, alors, je vais être très, très, très cash, là-dessus. À chaque fois qu'un client me dit: «Ouais, je suis de base 9 et je vis ça, est-ce que c'est normal?» La réponse, c'est oui. En fait, c'est pas le modèle ne prévaut pas sur ce que tu vis, à aucun moment. En fait, les modèles ne sont que des modèles et donc les modèles cartographient l'existant. C'est pas à nous de rentrer au chausse-pied dans un modèle en disant: «Ah oui, mais le bélier, normalement, c'est quelqu'un qui fonce tête baissée et là, j'ai le Mmh. sentiment que, en fait, je suis en train de réfléchir de trop, c'est bizarre, c'est pas bélier». Mais en fait, c'est juste que tu as besoin de te rassurer avec un sentiment d'appartenance à quelque chose. Faut pas oublier que ces outils ne sont pas faits pour se suridentifier et pour dire: «Ah oui, je suis 7, c'est toujours pour ça que je suis toujours en retard». Faux, parce qu'en fait, tu peux complètement décider de faire autrement ou d'être autrement. Si toutefois c'est écologique pour toi et que tu as envie d'être autrement. Et donc, c'est pour ça que je mets quand les gens me disent: «Est-ce que c'est normal?» Oui, et que un modèle reste un modèle avec, là, par exemple, dans les neurosciences et en neuropsychologie, on voit qu'il y a plein de choses qu'on découvre et qui évoluent et qui Mmh. changent. La découverte du spectre autistique, avant on disait: «Tu autiste, tu pas autiste». Là maintenant, il y a un spectre. Le TDAH, il y a plein de cartographies qui existent avec plein de nuances et c'est pour ça que ce qui est important, c'est d'avoir du sur-mesure. C'est-à-dire que de savoir que vous êtes base 9, que vous êtes bélier, que vous êtes, promoteur, ne définit pas l'entièreté de vos stratégies et Mmh. qu'on est beaucoup plus riche, beaucoup plus diversifié que les modèles qui nous décrivent, heureusement. Donc là-dessus, je suis assez claire, et d'ailleurs, moi, j'ai fait des études avec des gens qui s'étaient tout faire coller au chausse-pied. «Ah ouais, mais ça, parce que c'est ça, c'est ça, c'est ça». Je suis là genre: «Oui, enfin, c'est bien beau de vouloir expliquer avec des mots et des modèles tout, de la psyché humaine. Pour moi, quand tu vois la richesse du cerveau et de tout ce qu'on découvre au fil des années, c'est un petit peu prétentieux». Ouais. Bah, merci. On va s'arrêter là pour la première partie. On va se faire une seconde partie, une petite pause, et on va aborder la notion de blessure à l'origine de nos personnalités, puis on va parler davantage de transformation et tout ça. À tout de suite.